On a tous entendu parler du miracle économique de l'Asie-Pacifique, n'est-ce pas? Une croissance folle, des millions de personnes sorties de la pauvreté, une vraie success story. Mais derrière cette image se cache une réalité bien plus complexe, pleine de tensions, de fragilité. Et c'est ce paradoxe qu'on va explorer ensemble. Alors, la question centrale, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'une région qui, il n'y a pas si longtemps, était synonyme de conflit et de pauvreté, a pu devenir un moteur de l'économie mondiale? Pour le comprendre, il faut revenir aux racines de ce fameux miracle. Pour saisir cette ascension fulgurante, il faut en connaître les ingrédients. Ce n'est pas le fruit du hasard, non. C'est une combinaison unique et très puissante de plusieurs facteurs qui a tout mis en mouvement. Ok, alors la recette du miracle, elle repose en gros sur 4 piliers. D'abord, une géographie plutôt généreuse. Ensuite, un réservoir humain immense. Troisièmement, des États très stratèges qui pilotent l'économie d'une main de fer. Et enfin, un contexte mondial qui était juste parfait à ce moment-là. C'est vraiment l'alchimie de ces 4 éléments qui a créé les conditions idéales pour la croissance. Et derrière tout ça, il y a un chiffre qui donne le vertige. Plus de 2 milliards de personnes. C'est à la fois un marché de consommateurs colossal et une force de travail sans équivalent sur la planète. Ce double moteur, production d'un côté, consommation de l'autre, a évidemment attiré les investissements du monde entier. Et dans cette dynamique, il y a un pays qui a vraiment montré la voie, le Japon. Sa reconstruction spectaculaire après la guerre a servi de modèle, un modèle qui a été très vite copié et adapté par ses voisins, les fameux 4 tigres asiatiques. Leur stratégie était simple, miser à fond sur l'exportation, avec un État fort qui guide le tout, et profiter au passage des capitaux et des technologies qui venaient du Japon. Un vrai effet d'entraînement. Mais voilà, ce modèle, aussi efficace soit-il, cachait des failles, de profondes failles. Parce que, et c'est là tout le paradoxe de la région, ses plus grandes forces sont en réalité aussi ses plus grandes faiblesses. Allez, on va regarder un peu l'envers du décor. Chaque point fort a son revers. L'abondance des ressources, oui, mais elle est contrebalancée par une nature souvent déchaînée. La discipline sociale, qui garantit la stabilité, bien souvent, elle se paie au prix des libertés individuelles. Et cette croissance incroyable, elle a créé une dépendance énorme aux capitaux étrangers et aux marchés mondiaux. Et cette vulnérabilité, ce n'est pas juste une théorie. La région l'a appris à ses dépens, et à 2 reprises. D'abord, la grande crise de 1997, qui a mis à nu la fragilité des systèmes financiers. Et puis, 10 ans plus tard, en 2008, c'est un choc venu de l'extérieur qui a montré à quel point ce modèle était dépendant des exportations. 2 sérieux avertissements en somme. Et puis, sous le vernis de la coopération économique, il y a les vieilles fractures qui sont toujours là. Les conflits historiques, par exemple, qui ne sont pas du tout réglés. Les disputes territoriales qui restent très vives. Et des systèmes politiques qui sont aux antipodes les uns des autres. C'est un paysage très tendu, où finalement seuls le Japon et la Corée du Sud sont vus comme des démocraties vraiment établies. C'est dans ce contexte, déjà bien complexe, qu'arrive une crise absolument sans précédent, la pandémie de Covid-19. C'était un véritable test de résistance, grandeur nature, pour tout le modèle de l'Asie-Pacifique. Et ce test va révéler, en même temps, ses forces incroyables et ses faiblesses les plus profondes. Et tout commence par une défaillance. Le rapport de l'Institut Montaigne est très clair là-dessus. Au début, la Chine a été dans le déni. Le système, si hiérarchisé, si contrôlé, a mis beaucoup trop de temps à reconnaître l'ampleur du danger. La politique a pris le pas sur la science. Le chiffre qui fait mal, c'est celui-ci. 43 jours. 43 jours de perdus entre le premier cas et la reconnaissance officielle du virus. C'est énorme. Avant même que Wuhan soit confiné, le maire de la ville a lui-même reconnu que 5 millions de personnes avaient déjà quitté la ville pour le Nouvel An, emportant le virus avec elles. Mais une fois ce retard initial passé, la machine s'est emballée. Et c'est là qu'on voit l'autre côté du modèle. La production de masques en Chine multipliée par plus de 5 en un seul mois. C'est ça la force du modèle étatique. Une capacité à réorienter tout l'appareil de production à une vitesse absolument stupéfiante. Pourtant, il ne faut pas croire qu'il y a eu une seule réponse asiatique. Pas du tout. En fait, c'est même le contraire. Chaque pays a réagi avec sa propre culture, son propre système. On a eu la démocratie high-tech de Taïwan, la surveillance ultra stricte de Singapour ou encore l'autodiscipline sur laquelle a misé le Japon. Toute la diversité de la région est ressortie. Et économiquement, c'était pareil, les stratégies ont vraiment divergé. Le Japon, par exemple, a sorti l'artillerie lourde, un plan de relance de près de 20% de son PIB. La Chine, à l'inverse, est restée beaucoup plus prudente, avec un soutien très ciblé. Chaque gouvernement a fait ses propres paris pour tenter de maintenir son économie à flot. Alors, au final, que retenir de tout ça? Cette crise a vraiment agi comme un révélateur.
Elle a mis en pleine lumière les contradictions qui sont au cœur du modèle de l'Asie-Pacifique, et elle pose des questions vraiment cruciales pour l'avenir. C'est là que le paradoxe éclate au grand jour. La capacité de réaction impressionnante de certains États est directement liée à un contrôle social et politique très fort. Et en même temps, l'intégration à l'économie mondiale qui a fait leur richesse, c'est aussi ce qui les rend terriblement vulnérables. La crise a simplement mis ces deux faces de la même pièce en pleine lumière. La question reste donc entière. Ce modèle qui a accompli des miracles, est-il vraiment durable? Est-il vraiment armé pour affronter les crises qui s'annoncent, qu'elles soient sanitaires, économiques ou même géopolitiques? C'est ça le grand défi qui attend désormais l'Asie-Pacifique.